Bienvenue dans Femmes d'Impact, une série de podcasts initiés par la Friedrich-Ebert Stiftung Côte d'Ivoire à l'occasion du mois consacré aux droits des femmes. À travers cette série de discussions audiovisuelles, l'objectif est de mettre en lumière les parcours des femmes ivoiriennes engagées, issues de différents domaines politiques, institutions publiques, économie, société civile, dont les trajectoires illustrent leur contribution à la transformation sociale et démocratique de la Côte d'Ivoire. Cette initiative vise également à créer un espace de dialogue intergénérationnel permettant aux femmes ayant une expérience de la vie publique de partager leur parcours, leurs défis et leurs convictions avec les jeunes générations. C'est dans cet esprit que des jeunes femmes sont présentes ici aujourd'hui avec nous afin d'écouter ces échanges et participer à cette réflexion sur le leadership féminin et l'engagement dans la vie publique. Elles auront aussi l'opportunité de poser leurs questions à notre invité du jour. Je suis Dr Anne-Nadège Assaon et j'ai le plaisir de modérer cet échange. L'épisode d'aujourd'hui vient clôturer cette série de conversations consacrées au leadership féminin et à l'impact des femmes dans la société ivoirienne. Pour cet épisode de clôture, nous avons l'honneur de recevoir la docteure Simone Eyivé Gbagbo. Docteur Simone Eyivé Gbagbo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant d'entrer dans les échanges, nous allons vous donner l'opportunité de vous présenter. Je voudrais vous dire merci pour votre invitation. Je suis un peu intimidé par le public que j'ai devant moi. On va essayer de faire. Sinon, je suis Simone Eyivé Gbagbo. J'ai fait des études de lettres modernes. Donc, je suis professeur de lettres modernes au lycée classique où j'ai enseigné pendant près de 8 ans le français en classe à des élèves de seconde, de première et de terminale. Puis, je suis passé à l'université. Je suis devenu docteur de littérature orale. Ma thèse a porté sur le langage tambouriné chez les Abourés. Voilà. Donc, je suis souvent, on me dit historienne. Je ne suis pas historienne. C'est Laurent Gbagbo qui est historien. Moi, je suis spécialiste de lettres modernes. Maintenant, si on veut parler d'histoire, on peut parler d'histoire. On a tous étudié l'histoire, mais bon, ma spécialité, vraiment, c'est les lettres modernes. Vous voyez que ça, déjà, c'est assez marquant et ça, je pense qu'on pourra revenir là-dessus. Comment, du jour au lendemain, notre parcours peut être effacé parce que peut-être on a partagé la vie avec un homme assez puissant. Voilà. Donc, je pense que c'est l'opportunité aussi d'échanger de toutes ces choses-là. Et donc, j'ai fait, à l'université, j'étais chercheur à l'Institut de linguistique appliquée. Et j'ai créé là-bas le groupe de recherche sur la tradition orale parce que un de mes soucis, c'était que nous avons tellement de richesses en matière de culture traditionnelle, en matière de connaissances, en matière de littérature traditionnelle, mais qui se perdent parce que les détenteurs disparaissent. Et puis comme c'est pas écrit, donc on a créé à l'époque, j'étais encore étudiant, une structure qui allait dans les villages, rencontrer les artistes, rencontrer les vieux, rencontrer les adultes pour recueillir tout ce qu'on pouvait. Et on a fait ce travail-là pendant quelques années. Et puis, je suis passé à la politique où je me suis spécialisé plus. On a créé d'abord une organisation qui était totalement souterraine, clandestine. Ça a duré quelques années, mais c'était très difficile comme combat, comme activité, parce qu'on était en période de parti unique. C'était interdit de faire de la politique ailleurs qu'au PDCI. Et donc, il a fallu le faire avec beaucoup de tactiques, beaucoup de sagesse et de politique. Et puis, on a fini par mener ce combat-là jusqu'à créer un parti politique. Obliger le PDCI à rompre avec le parti unique pour en arriver à pratiquer le multipartisme. Et en 90, on a donc créé le Front populaire ivoirien. J'ai été la première présidente du Front populaire ivoirien. Voilà. Normalement, ça aurait été le président Gbagbo Laurent. C'était lui notre leader. Mais il avait dû
prendre la fuite et se réfugier au Burkina Faso d'abord, et puis ensuite en France pendant plusieurs années. Et donc, j'ai dirigé le Front populaire ivoirien jusqu'à ce qu'il revienne. Et quand il est revenu, on lui a donné le manteau. Il est donc devenu le président du Front populaire ivoirien. On a mené le combat en 90. On a pu avoir maintenant un groupe parlementaire, parce qu'on avait maintenant le multipartisme. Okay. On a pu avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais en 90, quand moi je me suis présenté pour être député, c'était à Bobo, je n'ai pas gagné les élections. Parce que je n'étais pas très connu dans le milieu, donc je n'ai pas gagné les élections. Je n'ai gagné les élections que 5 ans plus tard, en 95. Et je suis donc là devenu vice-président de l'Assemblée nationale. Je ne pouvais plus travailler à l'université, donc j'ai dû fermer la porte de l'université pour maintenant faire de la politique à plein temps. Donc, vice-président de l'Assemblée nationale. Après, en 2000, je suis devenu président du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien à l'Assemblée nationale. Et je suis resté comme ça, président du groupe parlementaire jusqu'à 2010. Donc, je suis resté député pendant 15 ans à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, bon, après, en 2000, c'est en 2000 que je suis devenue première dame, parce que le président Gbagbo a remporté les élections. Donc, j'ai mené cette activité de première dame en même temps que l'activité de député ouais. Et président du groupe parlementaire FPI, jusqu'à ce qu'on parte du pouvoir. Okay. Voilà un petit peu. Je veux résumer. Maintenant, je peux dire que je me suis, comme j'étais mariée, j'ai fait des enfants, donc je suis quand même mère de 5 enfants. Okay. Celle que vous voyez là, elle est la dernière de mes enfants. Après cela, quand la situation s'est renversée, je me suis retrouvé donc en prison pendant 7 ans. 7 ans, j'étais en prison. Bon, c'était pas la première fois que je fasse j'ai fait la prison, j'ai déjà fait aussi la prison déjà avant cela. Mais là, j'ai fait quand même 7 ans d'affilée la prison au nord du pays, au Guinée, pendant 3 ans et demi. Et puis ici à Abidjan, à l'école de gendarmerie, pendant également 3 ans et demi. Puis j'ai bénéficié d'une ordonnance d'amnistie qui m'a permis donc d'être libéré. Et je suis resté 2 ans encore au FPI. Et puis, quand le président Gbagbo est rentré, il a créé, lui, le PPACI. On ne s'est pas entendu, donc je ne suis pas allé au PPACI. Et avec d'autres camarades, on a créé le mouvement des générations capables. Et donc, depuis, je suis présidente du mouvement des générations capables. Bon, c'est un peu long, hein, mais bon. Non, mais je pense que le parcours mérite d'être expliqué avec autant de longueur parce qu'il y a effectivement énormément de choses à apprendre. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé quand vous avez dit quand le président Gbagbo était au Burkina, vous avez dû être président du FPI. Ça m'a ramené un peu à l'histoire des femmes de Bassam. Et là, on réalise que chaque fois qu'il y a eu des situations, les femmes quand même ont su tenir le coup, permettre au parti de rester fort. Et après, malheureusement, dans l'histoire, soit elles sont présentées comme juste comme des épouses, parce que même les femmes de Bassam, elles ont été présentées comme des épouses qui sont allées revendiquer la libération de leurs époux. Pourtant, c'était aussi des militantes, en mon sens, et c'était un acte politique, en fait, qu'elles avaient mené. Moi, je me sens honoré que vous me compariez à ces femmes-là. Ah. Oui. Je vous assure, parce que n'oubliez pas qu'au moment où ces femmes-là mènent ce combat, nous sommes en pleine période coloniale. Yeah. Ouais. Et les colons qui sont venus là, ils ne sont pas venus pour s'amuser. Ils sont venus pour prendre possession de notre pays. Et ils sont venus convaincus qu'ils sont supérieurs à nos peuples, ouais. Qu'ils ont une culture supérieure, qu'ils ont une connaissance scientifique supérieure, qu'ils ont
une maîtrise militaire supérieure et qui peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Ils se sont assis chez eux, en Europe, à Berlin, ils ont divisé l'Afrique, ils se sont partagés l'Afrique et les morceaux qu'ils ont obtenus considèrent que c'est leur propriété. C'est ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Ne perdez pas de vue le fait qu'à cette époque-là, au moment où même nous devenons indépendants, il nous est interdit de créer sur notre sol une industrie. Tout ce qui est richesse leur appartient d'abord. Ce qu'ils ont décidé, c'est que nous soyons des pourvoyeurs, n'est-ce pas, de ressources et de biens. Ils ont décidé qu'en Côte d'Ivoire, nous devons produire le café, le cacao et puis le bois. Point. Si nous avons des richesses sous terre, ça leur appartient. Est-ce que nous avons du pétrole sous terre? Est-ce que nous avons de l'or sous terre? Est-ce que nous avons du manganèse sous terre? Est-ce que nous avons du sable sous terre? C'est leur propriété. Et donc, pour gérer cela, les hommes qui vont gérer doivent être désignés par eux. Et les politiques qui vont être engagés doivent être déterminés par eux. N'oubliez pas également le fait que nous-mêmes là, quand nous avons vu toute cette puissance venue de l'étranger, nous sommes rentrés dans un complexe d'infériorité qui fait que nous-mêmes nous nous considérions comme des sous-hommes qui n'ont rien comme connaissance, qui n'ont rien comme culture et qui doivent faire ce que... N'oubliez pas que donc en 58, De Gaulle pose la question aux différents leaders politiques de l'Afrique francophone. Qui veut nous suivre dans la communauté française? Qui veut son indépendance? Il y a eu un seul qui a décidé que son pays, que son peuple va être indépendant. C'est Sékou Touré. Tous les autres se sont alliés. C'est tout ça. Et donc, quand nous arrivons à cette période où des hommes organisés à l'intérieur du PDCI-RDA décident de revendiquer des droits pour leur activité économique, pour leur activité politique, et qui sont arrêtés et jetés en prison, on est en plein combat. Ouais. Et ce sont des femmes qui vont se lever et qui vont briser l'engagement des Français, la détermination des Français. Ce sont des femmes qui font reculer. Elles marchent sur la prison du Grand Bassam, où les hommes, ou on va dire leurs époux, ben c'est leurs époux, mais c'est des hommes. C'est des hommes. C'est leurs leaders. C'est leurs leaders, voilà. Ouais. Où elles vont foncer et briser. Mais je dis, il faut vraiment avoir ça en esprit. Elles vont réussir à faire reculer les Blancs. Et les gens vont sortir de prison. Les hommes, malheureusement, beaucoup d'entre eux, et parmi les plus importants, ne vont pas accepter ça. Parce que dans ce combat-là qui était mené, il y avait ceux qui disaient, il faut effectivement casser la hargne des Blancs. Mais il y a également ceux qui disent, si on est blanc là, on ne peut rien faire. Ouais. Donc on a qu'à marcher doucement, doucement pour accompagner les Blancs. Est-ce que vous voyez? Et ceux qui ont dit on n'a qu'à accompagner les Blancs là, c'est eux là qui disent ce que les femmes là ont fait, c'est n'importe quoi. Elles sont allées se pavaner sur le pont là, parce que aujourd'hui elles sont en manque. Ils ont dit ça. Oui, c'est parce que finalement, c'est ça que ça a été présenté. Leurs maris sont en prison, donc là elles sont en manque, il faut qu'elles récupèrent leurs hommes pour pouvoir réorganiser leur vie. Donc vous voyez, c'est souvent que ça nous arrive. C'est ça. Que l'action des femmes est minimisée. Oui, effectivement. Mais il ne faut pas se laisser complexer par ça. Parce que quand on a triomphé là, l'histoire nous donne raison. Voilà. Ce que vous dites est très intéressant pour faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui, ce que la jeune génération de femmes militantes vit un peu sur les réseaux sociaux.
On entend très souvent dire que nous sommes émotifs quand nous portons certains combats. Et écouter des personnes qui ont vécu tous ces problèmes, toutes ces difficultés, on va dire, que la Côte d'Ivoire a connu pour être ce pays, on pourrait dire démocratique qu'on connaît aujourd'hui, nous fait entendre que ce sont des choses qui ont existé par le passé et que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est à nous de nous véritablement armer de courage pour pouvoir faire face à tout ce qu'on... Dans votre parcours tout à l'heure, on a pu noter prison, on a pu noter échec en 1990 en tant que candidate aux législatives à Bobo et vous avez remporté 5 ans après. Donc on voit qu'il y a eu quand même de la résilience à un certain moment et peut-être même jusqu'à aujourd'hui vous incarnez, on dira la résilience en Côte d'Ivoire pour ceux qui connaissent votre histoire. Et on pourrait se demander quelles a été les stratégies que vous avez pu utiliser, que ce soit au niveau personnel, politique ou même humain, qui vous ont permis de pouvoir surmonter toutes ces épreuves-là et d'être là encore aujourd'hui pour passer, pour passer des messages d'encouragement à cette jeune génération-là, pour nous donner la force de ne pas baisser les bras. Où vous tirez toute cette force-là? C'est quoi la stratégie? Bon, il y a... On a envie de savoir. Disons qu'il y a un certain nombre d'éléments qui, de mon point de vue, doivent habiter l'individu qui s'engage dans un combat, quel que soit le combat. La première chose, c'est la bonne vision du combat qu'on veut mener. Si vous n'avez pas une vision claire du combat que vous voulez mener, vous allez vous laisser entraîner, comme on dit, comme les nénuphars sur l'eau. Entraîner ici, entraîner là. Donc, une bonne vision du combat qu'on veut mener. Je vais être député. C'est ça mon objectif. Je veux être député. Je ne vais pas être maire. Je ne vais pas être conseiller municipal. Ce que je veux là, c'est être député. Donc, si je veux être député là, ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'un député fait? Le député là, c'est pas lui qui va construire les ponts. Le député, c'est pas lui qui va construire les puits. Le député, là, il est à l'Assemblée nationale. Et il décide, il discute des lois. C'est ça le député. Si ce qui me plaît, c'est d'aller discuter des lois pour que mon pays ait de bonnes lois dans tel ou tel domaine, je suis bien placé pour me battre pour devenir député. Mais si mon objectif, c'est de faire en sorte que dans mon village, là, on ait une école primaire, que dans mon village, là, on ait un centre de santé bien, c'est pas le député là qui fait ce travail, c'est le maire qui fait ce travail. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit une bonne vision de ce que je vais faire. Et il faut pousser dans le détail. Elle dit, je vais être entrepreneur. Vous voyez, quand elle a dit, elle est entrepreneur, tout de suite j'ai posé, entrepreneur en quoi? Parce que entrepreneur a fait grand. Voilà. Celui qui veut être entrepreneur pour construire des maisons, il va pas avoir les mêmes problèmes, les mêmes réalités que celui qui veut être entrepreneur pour fabriquer de l'huile de palme. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Deuxième chose qu'il est important, de mon point de vue, qu'il est important d'avoir, c'est la détermination, soi-même. Pas seulement la vision, mais également la détermination. Parce que dans ta marche, là, il y a des choses qui vont bien se passer. Il y a des choses qui vont mal se passer. Il y a des gens même qui vont t'attaquer alors que tu ne leur as rien fait. Il y a des gens au contraire qui vont venir t'apporter quelque chose, qui vont te permettre d'avancer. Et puis il faut savoir saisir cela. Mais toi-même là, si à chaque petite difficulté, tu es découragé et puis que tu t'en vas t'asseoir, tu n'iras pas loin. Donc la détermination, ça se construit. Ça se construit. Donc la détermination. Troisième chose, la foi. Moi, la foi a joué un rôle important dans ma vie. Mais la foi en Dieu. C'est pas la foi dans le Béli qui traverse mon village là. C'est la foi en Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu es tellement cassé par le problème que tu vis ou par la contrainte que tu vis que
tu es obligé de te rattacher à quelque chose qui est supérieur à toi. Et là, c'est pas les parents, c'est pas les amis, c'est pas les leaders politiques, mais c'est son Dieu. Je dis toujours, et dans mon parti, je le dis, il faut avoir la crainte de Dieu. Et il faut avoir Dieu pour ami. C'est ça qui va te permettre de te relever quand tu es en train de tomber et qui va te permettre de rester debout, qui va te permettre d'éviter également tout ce qui est mauvais. Parce que quand on veut faire la politique, là, on est sollicité par beaucoup de choses. Hein. Je vais vous donner un petit exemple. Quand en 90, mon mari, on préparait pour la première fois sa candidature au présidentiel, c'est la première fois. Mais il y a plein de gens qui sont venus, qui ont couru pour venir. Il y en a un qui est venu qui dit, pour gagner les élections là, il faut que votre mari se positionne entre deux lions. Mais je ne plaisante pas. Hein. Il faut qu'il se positionne entre deux lions. Ouais. Et puis il passe. Et puis il dit deux lions. Ah, donc ça va être compliqué. Hein. Et effectivement, il a perdu les élections. Donc il n'a pas pu passer à deux lions. Est-ce que vous voyez? Mais celui qui croit en cette histoire de deux lions là, ouais, il va aller s'asseoir. C'est clair. Mais celui qui pense que en réalité, le vrai problème là, c'est d'acquérir plus de connaissances. C'est d'acquérir plus d'impact sur la population. Parce que c'est la population qui doit se lever pour aller voter là. Tout à fait. D'acquérir plus d'impact sur la population. Donc, de s'organiser pour avoir un parti, une organisation qui va lui permettre de rayonner dans tout le pays. Parce que quand tu es candidat présidentiel, là, c'est tout le pays qui est mis en branle aussitôt. Il faut que tu mettes des gens dans le bureau de vote, etc., etc. Sinon, tu ne peux pas gagner les élections. Moi, je n'ai pas gagné les élections là. Voilà. Donc, il faut, de ce point de vue-là, idéologico-spirituel, se former pour être bien assis. Donc, quand vous avez ça, bon, le reste maintenant, ça se construit avec les relations qu'on construit, avec les moyens financiers qu'on peut lever, qu'on peut obtenir, etc. Et puis, on peut aller à la victoire. Merci infiniment, docteur. On peut retenir, avoir la vision, être déterminé, avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu, parce qu'on aurait pu dire la foi, mais vous avez précisé la foi en Dieu. C'est important pour nous, on peut le retenir également. On va parler de leadership féminin. Dans votre expérience, que signifie concrètement le leadership féminin dans la vie publique et politique aujourd'hui? Il y a deux mots là. Il y a le mot leadership, puis il y a le mot féminin. Le leader, ou le leadership, c'est la capacité que l'on développe en soi de pouvoir impacter sa communauté, son groupe, son village, sa société, sa nation. Non seulement de l'impacter, mais de l'amener à se lever, à se transformer et avoir cette capacité-là, donc de tirer tout ce groupe-là vers un objectif, n'est-ce pas, que l'on a défini et qui quelquefois même nous dépasse. C'est ça le leader. Si tu ne sais pas convaincre les tiens, les mobiliser, les lever, les amener eux-mêmes à se transformer pour l'objectif que vous visez, à acquérir du savoir-faire, de l'expertise, de la connaissance pour l'objectif que vous visez. Et que tu ne sais pas tirer tout ce groupe-là pour marcher, n'est-ce pas, à la conquête de l'objectif que vous visez, tu n'es pas encore invité. Ça, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Parce que de toute façon, pour moi, au départ, là, Dieu nous a créés là. C'est pas le sexe là qui est la première chose. C'est ça. Ce qui est la première chose, c'est que nous sommes des êtres humains. C'est ça. En tant qu'êtres humains là, nous avons un certain nombre de qualités, de dons, de possibilités que Dieu a mis en nous pour gérer notre société.
Maintenant, vous avez ajouté féminin. Souvent, ce qu'on reconnaît aux femmes, mais c'est même pas toutes les femmes qui ont ça. Ça aussi, il faut le dire. C'est ça. Ce qu'on reconnaît aux femmes, c'est une capacité d'intuition, n'est-ce pas, qui lui permet donc d'aller au-delà de ce qui est visible, matériel, pour aller chercher plus loin dans l'esprit des personnes qu'on a en face de soi. Donc, l'intuition, on reconnaît ça aux femmes. L'empathie, on reconnaît ça aux femmes aussi. La capacité à sympathiser, à aider, à soutenir. On reconnaît aux femmes l'endurance. On reconnaît aux femmes la capacité de sacrifice également. On reconnaît aux femmes tout cela. Et donc, tous ces éléments qui viennent enrichir la capacité de leader de la femme lui permet quelquefois, dans la société, de mener une action plus impactante. Mais quand elle mène une action impactante, c'est pas pour les femmes. Il faut aussi que ce soit bien clair. On a beaucoup de femmes qui disent, nous on est femmes, on va travailler pour les femmes. Et même il y a beaucoup d'hommes également, elle est femme, donc elle va travailler pour les femmes. En Côte d'Ivoire ici, quand on a nommé une première femme ministre, ça a été ministre de la femme, de la famille, enfants, etc. C'est pas ça. La femme, là, elle est médecin, elle est capable d'être ministre de la santé. Mais si elle est ministre de la santé, c'est pas pour les femmes. C'est pour tous les malades dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, l'action ici, quand on dit leadership féminin, il faut pas simplement limiter ça à l'activité en direction des femmes. Ouais. Ben, il faut envisager comme les capacités, les potentialités féminines qu'on met à la disposition de la société tout entière. Voilà un petit peu ce que moi je... Très intéressant comme définition et comme approche. Je pense que ça sort quand même de ce qu'on a l'habitude d'entendre et c'est très intéressant. Généralement, les qualités que vous avez citées, l'intuition et tout ça, c'est des éléments qui sont souvent utilisés justement pour estimer que les femmes ne doivent pas être en politique parce que soit elles sont trop émotives. C'est des choses qu'on entend très souvent. Est-ce que vous pensez que ce qu'on a d'intrinsèque en tant que femme ou de spécifique en tant que femme, ça peut être une plus-value en politique? Je pense que oui. Souvent, on a utilisé ces qualités-là pour cantonner la femme dans tout ce qui est social. C'est ça. On l'a fait souvent. Mais moi, je pense que non. Je pense au contraire que si vous avez une femme qui a une capacité d'intuition qui est très forte, elle peut aider dans les règlements de conflits. Si vous avez une femme qui a une capacité de patience ou de douceur très forte, cette femme-là, elle peut aider quand il s'agit d'aller soigner des grands blessés, quand il s'agit d'aller remotiver un peuple qui s'est mis en retrait de la société pour la ramener dans la société. Il va falloir beaucoup de patience, il va falloir beaucoup de savoir-faire, il va falloir beaucoup de sagesse. Mais souvent, les femmes possèdent ces capacités-là. Avant de donner la parole au public, nous allons poser une dernière question ici sur la question de la représentation des femmes dans les instances élues. On sait que depuis quelques années, la Côte d'Ivoire s'est dotée d'une loi. Et si on devrait faire le bilan aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu l'évolution escomptée. Selon vous, qu'est-ce qui explique que malgré tout ce qui est dit, malgré tous les discours qu'on entend, il y a encore tant de difficultés pour les femmes d'accéder à certaines instances? On avait une dame du FPI d'ailleurs qui voulait être candidate chez elle pour être députée. Donc elle est allée, elle a trouvé sa famille, le village, elle a exposé le problème. Mais dans le village, là, il y avait un homme qui était également candidat. Donc normalement, chacun vient pour faire sa campagne, s'adresser au village et tout ça. Et puis, à chaque fois, et dans ce village-là, il pratique le masque.
Et il y a des masques au village qui sont interdits aux femmes. Ah, vous riez parce que vous comprenez déjà ce qui va se passer. Donc, chaque fois que la femme veut venir pour s'entretenir, les hommes sortent un masque. Donc, le masque sort, le masque est dans le village. Donc, la femme elle-même, elle est obligée d'aller se cacher. Donc, elle n'a pas pu faire campagne du tout. La campagne, ça a duré 15 jours. Pendant les 15 jours-là, le masque est sorti. Et évidemment, elle a été battue. C'est pas parce qu'elle n'avait pas de compétences. Donc, on a utilisé la culture. C'est ça. Donc, quand vous dites, comment est-ce qu'on explique? Des explications, là, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez la culture traditionnelle. La femme n'est pas faite pour l'activité publique. Elle est faite pour être à la maison. Elle est faite pour être derrière son époux. On dit bien d'ailleurs, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais si elle est grande femme, pourquoi elle n'est pas devant? Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est la culture traditionnelle avec toutes ces déclinaisons. Mais il y a également autre chose. Il y a les femmes elles-mêmes qui sont complexées. Et qui elles-mêmes aussi vont utiliser la culture traditionnelle là. Soit pour combattre celle qui est candidate, soit elles-mêmes pour ne pas oser être candidate. Est-ce que vous voyez? Bon. Maintenant, il y a également quelque chose qui a desservi énormément les femmes dans nos villages, dans notre société, c'est que très souvent, nos femmes-là, elles n'étaient pas instruites. Ouais. Donc, pour l'activité moderne, là, elles n'étaient pas compétentes. Quand nous, on créait le FPI et qu'on se battait pour le multipartisme, là, en 89-90, mais les femmes qui ont soutenu l'action du FPI, ce sont des femmes ordinaires qui étaient dans les quartiers, qui étaient vendeuses au marché, qui étaient vendeuses d'éponges. Elles étaient sur le champ de combat. Elles se sont fait matraquer, emprisonner. Mais quand on est arrivé au pouvoir, on ne pouvait pas nommer ces femmes-là. Elles sont vendeuses d'éponges au marché. Elle ne peut pas tenir de poste de ministre. Elle ne peut même pas tenir de poste de secrétaire dans un bureau. Est-ce que vous voyez? Donc, le fait que beaucoup de femmes n'ont pas été scolarisées, ça a été quelque chose de très, très, très important qui a joué dans la vie. Et aujourd'hui encore, ça continue de jouer. Vous allez me dire, mais aujourd'hui, on a quand même plus de femmes universitaires, c'est vrai. On a plus de femmes diplômées, c'est vrai. Mais quand vous regardez la proportion de femmes qui sont très intelligentes, mais qui ne savent ni lire ni écrire, ou qui savent lire, mais qui ont un niveau scolaire trop bas pour occuper un certain nombre de postes, bien, on se retrouve avec ces chiffres. Je récapitule. La culture traditionnelle, qui a ses conséquences. Une de ses conséquences, c'est le fait que la femme elle-même n'a pas confiance en elle, ou que d'autres femmes n'ont pas confiance en elle, ils vont préférer le leadership d'un homme plutôt que le leadership d'une femme. Est-ce que vous voyez? Et qu'il faut que, quand il faut aller affronter l'opinion, mais elles sont perdues. Et c'est pas seulement valable en Afrique. Hein. Dans certains pays, même occidentaux, on a été obligé de faire des listes et d'imposer les listes. Et dans les listes, regarder le nombre de femmes. Alors, on a eu la liste de 30% de femmes. Ensuite, on est passé à la liste de 50% de femmes. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 30% de femmes sur votre liste ne passe pas. On a vu la loi en Côte d'Ivoire. Mais c'est nous qui avions commencé en 90 pour exiger que si vous créez votre bureau de la section ou de la fédération, on vous oblige d'avoir 30% de femmes. Sinon, on n'aurait pas eu de femmes. Déjà en 90. Ça, c'était en 90. En 90, les premiers fédéraux que nous avons eus en Côte d'Ivoire, ici, du Front populaire ivoirien, il y avait une seule femme. Elle était de Tafiré.
C'était la seule femme. On a vu que là, il fallait absolument agir rapidement pour donner aux femmes la possibilité, et c'est à ce moment-là qu'on a exigé que désormais, sur votre liste du bureau de votre fédération, de votre section, vous ayez 30% de femmes. Si vous avez 30% de femmes, ça donne l'opportunité à ces femmes-là de se frotter, n'est-ce pas, aux autres, à la vie publique et d'acquérir, n'est-ce pas, par la pratique, les méthodes, le savoir-faire, la capacité, la technicité pour diriger une réunion. Parce que c'est pas évident non plus. Pour diriger une réunion, intervenir dans un débat, développer son opinion dans un débat, aller sur un plateau, parler avec des gens, tenir un micro sans trembler, etc. Donc, vous voyez que c'est encore à faire. C'est pas ce combat-là, il n'est pas achevé. Il n'est pas du tout achevé. Souvent encore, on a des femmes qui elles-mêmes n'ont pas confiance en elles et qui estiment que ça, là, c'est pas la place de la femme. C'est pas la place de la femme. Quand moi, j'ai été candidate au présidentiel, qu'est-ce qu'une femme vient faire ici, là? Hein? C'est même pas, elle n'est pas fatiguée, mais c'est pas la place de la femme. Ça, là, c'est une place des hommes. Pour être président de la République, là, il faut être un homme, il faut pas être une femme. Et donc, ce sont ces opinions-là qui font aussi que les femmes vont perdre. Est-ce que vous pensez qu'on devrait aller sur des listes réservées? Est-ce que ça pourrait être une alternative en Côte d'Ivoire? J'appelle moi ça de la discrimination positive. Sinon, dans le principe, j'aime bien que les femmes aillent se battre contre les hommes. C'est ça. Voilà. Mais si on veut faire ça pendant 100 ans encore, on serait encore en train de chercher des femmes. Donc, il faut accompagner ça de discrimination positive. OK. Nous allons maintenant donner la parole à celles qui sont intéressées de poser des questions. Je suis Kwame Sarah, militante du PDC-RDA. Vous avez dit 7 ans de prison et j'imagine que c'est beaucoup d'obstacles sur votre chemin. Aujourd'hui, vous êtes présidente de parti politique. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'envie de tout arrêter? Je suppose que vous voulez dire, après tout ce par quoi je suis passé, toutes ces épreuves-là, est-ce que j'ai eu, à un moment donné, envie de tout arrêter? Et je dois dire que non, à aucun moment. Les épreuves, ça fait partie du chemin qu'on parcourt. Mais les épreuves, là, c'est pas l'objectif. L'objectif, là, c'est ce que j'ai insisté là-dessus tout à l'heure. L'objectif doit être clair dans votre tête. Si l'objectif est clair dans votre tête, tant que vous ne l'avez pas atteint là, pourquoi vous allez vous laisser intimider par une épreuve? C'est comme ça que moi je fonctionne. Je vais faire une marche pour obtenir que les listes électorales là soient rendues publiques. Ça, c'était en 90. L'objectif là, c'est les listes qui doivent être rendues publiques. Le PDCI qui met sur mon chemin des policiers qui viennent me gifler pour m'intimider, qui viennent me matraquer pour me faire céder, je ne vais pas leur faire le plaisir, est-ce que vous voyez, d'arrêter mon combat, alors que je sais que là, leur objectif là, qui est leur bonheur, c'est que moi j'arrête mon combat. C'est intimidation contre intimidation. Voilà. Tu m'as giflé, tu m'as arrêté, tu m'as amené dans tel locaux. Je suis dans tel locaux là, puis je continue d'être sur toi. J'ai eu cette chance, je dois dire aussi dans ma vie, d'avoir une personnalité qui quelquefois intimide. Mais je sais que ça là, c'est un des forces, des atouts que j'ai. Et pourquoi je ne vais pas utiliser? Donc je marche sur le ministre lui-même. Est-ce que vous voyez? Il dit, la femme là, il faut la libérer, elle n'a qu'à partir. Et puis j'ai été libéré et je suis parti. Si j'étais resté là, vraiment. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc non, je n'ai pas eu envie d'arrêter le combat. Parce que le combat que j'ai décidé de mener là,
il n'a pas encore abouti. Donc, je suis encore dans ce combat, même aujourd'hui. C'est vrai qu'avec mon âge, j'ai beaucoup de choses qui ne sont plus en place, comme par le passé. Mais les jeunes sont là. Il faut leur insuffler pour que ce travail-là continue. Ah, c'est comme ça que moi j'ai raison. Vous avez mené une marche pour... Oui. Ça m'a intéressé. Du coup, Est-ce ça dit qu'aujourd'hui, ce qu'on voit quand on va voter, on voit les listes affichées là, c'était pas ainsi par le passé ou il s'agit de quoi exactement? en 90, lorsque on a obtenu le multipartisme, ça a provoqué des chocs dans l'esprit des gens. Il ne faut pas oublier qu'avant ça, c'était le PDCI. C'était le parti unique. Si vous êtes candidat du PDCI. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens se lèvent et puis ils s'en vont voter. Et puis, c'est tout. Mais quand on obtient le multipartisme, on a le devoir de contrôler tout le processus de bout en bout. Donc, on dit aux gens, les listes électorales même là, il faut les afficher pour qu'on les voit. Mais avant que vous ne les affichiez là, il faut les mettre à disposition pour qu'on les regarde, pour voir si on est tous inscrits, pour voir s'il n'y a pas de doublons, pour voir ça, etc. Mais ça a été un combat. Ouais, j'imagine. Ah oui, ça a été un combat. Donc au début, on s'est fait matraquer. Mais on s'est fait matraquer, mais parce que ce n'était même pas la pratique. On leur imposait une nouvelle pratique. Est-ce que ouais, c'est comme à l'Assemblée nationale. Quand on est arrivé à l'Assemblée nationale, pour la première fois, Assemblée nationale multipartite. Avant là, tous les députés, c'était des députés PDCI. Donc, étant députés PDCI, ils étaient assis dans les chaises de l'Assemblée nationale là, par ordre alphabétique. Kwasi, Amani, Yao, c'était pas ordre alphabétique. Nous, on arrive. On n'est pas du groupe PDCI, donc l'ordre alphabétique, ça ne peut pas nous arranger. Moi, je suis arrivé. Si je suis assis ici et que je vais parler à mon partenaire qui, lui, est un Nguessan, il est assis de l'autre côté, comment on peut discuter? Est-ce que vous voyez? Donc, il a fallu réorganiser même l'Assemblée nationale, voir où on s'assoit. Ça a été un combat, hein, de mettre fin au classement par ordre alphabétique là, pour asseoir les gens par groupe parlementaire. Mais ça a été un combat. Ça a été un combat. Est-ce que vous voyez? C'est comme quand, ça je me réjouis toujours de ça, mais c'est pour me moquer du PDCI. La première fois qu'on est au pouvoir, et puis un projet de loi arrive à l'Assemblée, et le projet de loi là est signé Laurent Gbagbo, président de la République. Mais les PDCI ont pleuré. Pendant 40 ans, le projet de loi arrivait, signé Houphouët-Boigny. Pour la première fois, les choses ont changé. C'est écrit. Mais est-ce que vous voyez, c'est le changement là. C'est le changement qui impose tout ça. Est-ce que alors, il faut avoir envie d'arrêter? Non. Il ne faut pas avoir, au contraire, il faut se dire que on peut obtenir mieux, on peut aller à mieux. Moi, je suis Berthé Mafiné. Voilà, je suis conseillère élue au niveau du département d'Abingou. Ma question, c'est de savoir, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, lorsque on veut faire la politique, les gens utilisent n'importe quoi, n'importe quelle occasion pour vous détruire en fait. Ils peuvent passer par votre famille, votre vie privée. Vous, en tant que femme, vous avez certainement vécu ce genre de situation. Comment est-ce que vous avez pu être résistante jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est pas vraiment facile pour les hommes. Imaginons nous les femmes qui sommes beaucoup entourées de familles qui avons des enfants et autres. Qu'est-ce qui peut détruire la volonté de celles qui s'engagent en politique? Comment on peut... parce qu'il y a des gens qui vont vous faire des procès, qui vont vous diffamer, qui vont dire sur vous des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Comment on peut se préserver, comment on peut se prémunir contre ça? La première chose, c'est que vous-même, votre comportement, il faut que vous soyez une personne de valeur.
pour que vous-même, votre conscience ne vous reproche pas des choses. Plus vous voudrez faire la politique, plus vous devez faire attention vous-même à votre marche, à votre pratique, à vos actions, à vos paroles, vous-même. C'est la première chose. Ça n'évitera pas les attaques, mais au moins les attaques que ça va éviter ou qui vont être facilement combattues, c'est des attaques qui sont complètement fausses. Mais si les attaques-là peuvent s'ancrer sur un petit détail de votre vie, ça va grossir rapidement. En politique, là, il faut veiller sur sa marche. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez faire de la politique, il faut être une personne de valeur. Il faut veiller sur votre marche. En politique, il faut éviter d'être rancunier. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on va avoir besoin de celui qui est à côté de soi. Si tu es rancunier, tu gardes tout dans ton ventre, et puis tu agresses, et puis tu attaques, et puis tu agis, tu deviens mesquine, etc., ça va te retomber dessus. Au contraire, si tu te remplis d'empathie et de pardon, tu vas rayonner. Dans ton milieu, tu vas rayonner. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, député pour la première fois, j'ai tout de suite rayonné. Pourquoi? Parce que il y avait des femmes plus anciennes que moi qui étaient à l'Assemblée nationale, mais qui ont regardé ma pratique et qui sont venues vers moi. Une dame comme Mme Assana Sangare, qui était députée PDCI depuis le temps où Houphouët nommait les députés. C'est-à-dire que les nominations des députés a pris fin en 80, en 1980. Tu étais né. Ça a pris fin en 1980. Mais de 60 à 75, les députés étaient nommés par Houphouët directement. Il n'y avait pas d'élection. Et c'est à partir de 80 que les députés vont être élus. Cette dame-là, elle m'a vu agir au Front populaire ivoirien. Elle a apprécié. Du coup, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, elle m'a accueilli. C'était une grande sœur. Moi, j'ai arrivé en 95. Elle était députée depuis 75. Vous m'avez 20 ans. Elle était députée depuis 20 ans, moi, je suis arrivé. Mais ensemble, on a créé l'organisation des femmes ministres et parlementaires. Elle a été présidente et automatiquement, elle m'a proposé d'être vice-présidente. Est-ce que vous voyez? Et on a pu comme ça, en symbiose, on a travaillé et on est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, elle a du PDCI. Et moi, je suis du FPI, aujourd'hui, du MGC. On est resté amis jusqu'à présent. Donc, savoir rapidement éliminer de ton cœur ceux qui pourraient être tes ennemis pour ne mettre que de l'amitié dans ton cœur, du pardon dans ton cœur. À ce moment-là, même les gens qui vont te critiquer là, il y aura toujours d'autres qui vont prendre ta défense, qui vont dire non, la femme là n'est pas comme ça, la fille là n'est pas comme ça. Voilà. On a connu Madame Simone Eve Babo, le docteur, derrière le président Laurent Gbagbo. Et je pense que pour plusieurs personnes dans notre génération, c'est l'histoire qu'on a retenue. Et donc, la question que j'aimerais me poser, c'est si au retour du président Laurent Gbagbo, les choses s'étaient agréablement bien passées, est-ce que vous allez créer le mouvement Génération Capable? Et donc, en tant que jeune femme appelée à me marier, qui veut s'engager en politique, donc sinon qui a déjà commencé à s'engager en politique, est-ce que c'est bien de rester finalement derrière son époux? Est-ce que si les choses n'étaient pas passées comme ça s'est passé, est-ce que je serais demeuré au FPI? Je réponds oui.
La contradiction, là, c'est ça qui a fait qu'on s'est séparés. Le FPI, là, j'ai contribué à créer le FPI. Je n'avais pas la volonté d'en partir. Mais les contradictions qu'on a vécues là ont fait que chacun a pris sa route. Et puis, voilà. Est-ce qu'il est bon de décider de rester derrière son époux? Moi, je ne pose pas la question comme ça. Même avec Gbagbo, je n'ai pas posé la question. Je considère qu'on n'a pas à rester derrière quelqu'un. Que ce soit son époux, que ce soit son père ou que ce soit son frère. On n'a pas à rester derrière quelqu'un. On a à travailler ensemble avec quelqu'un. Voilà. C'est pas parce qu'il est mon époux qu'il doit être devant moi et puis que moi je dois être derrière. C'est pas un ordre hiérarchique, c'est une équipe qu'on crée. Et faire en sorte que l'équipe fonctionne. Votre intérêt peut même être en dehors de votre mariage. Et le foyer peut venir être un élément qui soutienne cet intérêt-là. Donc, il ne faut pas que ce soit systématiquement analysé comme ça. Bonjour Madame Yves Gbagbo. Je suis très honorée de vous avoir devant moi aujourd'hui. Je suis Renée Armstrong, communicante institutionnelle et militante RHDP. Alors, pour moi, la question s'actionne autour du fait que, en tant que femme politique, est-ce que vous avez pu militer en particulier pour la condition de la femme? Parce que vous parlez tout à l'heure là de discrimination positive. Donc, est-ce que, en tant que femme députée, vous avez pu institutionnaliser cette discrimination-là par certaines lois? Parce que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, on n'a pas vraiment une bonne visibilité de ce que vous avez mené en termes de combat individuel. Aujourd'hui, on apprend beaucoup de vous, agréablement. Donc, c'est le premier volet. Et vous parlez de votre combat. Donc, sachant que vous avez été candidate aux dernières présidentielles, j'aimerais également avoir des éclairages sur aujourd'hui votre combat, la lutte que vous menez. Quand j'étais député, il fallait régler le problème de l'excision des femmes à l'Assemblée nationale. L'initiative n'est pas venue de moi. L'initiative est venue du ministère de la Femme à l'époque. Mais c'est à l'Assemblée nationale qu'on a mené le combat jusqu'à obtenir que la loi soit votée. Et la loi contre l'excision a été votée à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est je cite ça, hein, c'est un des combats qu'on a mené et qu'on a réussi. Et vraiment, j'ai réussi ce combat-là, on a réussi ce combat. Pour moi, c'était avec beaucoup de choix. La deuxième chose, c'est tout le plaidoyer qu'on a fait pour la scolarisation de la petite fille. Au sud d'ici, c'était déjà rentré dans les mœurs. Les filles allaient à l'école. Mais souvent au nord, ce n'était pas encore le cas. Et très souvent, même aujourd'hui encore, ce n'est pas encore le cas. Donc, avec le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qu'on a créé à l'Assemblée nationale, avec les ministres, les femmes ministres et les femmes députées, on a organisé des sessions, on est allé rencontrer des parents à Bobo, à l'intérieur du pays, à Kachola, etc., pour plaider pour que les enfants, les fillettes là, qu'elles puissent être scolarisées. Et souvent, les parents considéraient qu'on les obligeait à supporter des frais financiers inutiles. C'était leur point de vue. Et il fallait déconstruire ce point de vue-là. Parce que la fille, pour eux, à 15 ans, là, elle a qu'à aller se marier, et puis on va te dégager, là. Voilà. Donc, c'était ça leur objectif. Donc, on a mené également ce combat-là. Et bon, ça a donné ce que ça a donné, parce que là, c'est de la sensibilisation. Ça n'a pas abouti à des lois. Il n'y a aucune loi qui interdit de scolariser des petites filles pour lesquelles il faut aller mener un combat. Mais c'est la mentalité des populations qu'il faut faire évoluer. Et donc, ça s'est fait à travers des rencontres, des discussions avec des associations, avec des parents, avec des familles, etc. Je peux citer un troisième exemple d'action que j'ai menée à l'époque. Mais ça, c'était contre une décision du gouvernement qui a été prise par la suite et c'est normal que ça ait été prise. Mais à cette époque, on avait estimé que c'était encore prématuré. Aujourd'hui, il y a une loi qui est votée, qui exige de la mère
qu'elles nourrissent l'enfant au sein jusqu'à 6 mois. Après 6 mois que la maman peut maintenant passer à autre chose. Et donc, j'étais député à l'Assemblée nationale quand le projet de loi est arrivé à l'Assemblée nationale. Il faudrait discuter. Apparemment, c'est très joli et c'est très bon. L'enfant doit être nourri au sein. C'est lait de la maman. C'est une très bonne chose. Mais il y a un certain nombre automatiquement d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour que la mère puisse jouer ce rôle. Surtout que c'est une loi qu'on allait voter. Et la loi qu'on allait voter comportait des parties où, là, c'était maintenant les sanctions. Si vous ne faites pas ci, si vous ne faites pas ça, on va vous faire ceci, on va vous faire cela, on va vous poursuivre, etc. Ce projet de loi-là, à l'époque, nous, les femmes à l'Assemblée nationale, on a réussi à se mobiliser et à renvoyer les ministres à l'exécutif pour aller rediscuter. Parce que quand vous dites à une mère, tu n'as plus le droit de donner le biberon à ton enfant jusqu'à l'âge de 6 mois. Mais moi, je travaille. Et si je travaille là, mon bébé, il est nourri comment? Je travaille. Est-ce qu'il y a une crèche qui est créée sur mon lieu de travail pour m'aider à venir à allaiter l'enfant? Je travaille. Comment je fais pour garder mon emploi? Parce que très souvent, les directeurs d'entreprise, là, ils sont prêts à renvoyer la femme parce qu'elle est enceinte ou parce qu'elle vient d'accoucher, elle n'est pas disponible, ceci, cela. Donc, tant que ces dispositions ne sont pas prises, nous, on ne vote pas la loi. Et on n'a pas voté la loi. Et la loi est repartie. Et c'est beaucoup plus tard que cette loi-là, finalement, elle a quand même été votée. Mais regardez bien. Ça ne peut pas être respecté. La loi ne peut pas être respectée dans les conditions actuelles. Quand j'étais nouvellement première dame, c'est vrai, on a mené ce combat-là également contre le sida. Mais ça a été une grande campagne aussi pendant près de 2 ans avec le ministère de la Santé, avec les organisations. Il y avait des organisations de personnes même qui sont atteintes du sida. Parce que là, ça a été quelque chose de terrible pour les femmes qui perdaient leur foyer parce que les maris les renvoyaient. Alors que souvent, c'est le mari lui-même qui est venu contaminer son épouse. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de... On a mené ce combat-là pour expliquer aux gens ce que c'est que le sida, comment se protéger du sida, et puis les chefs d'entreprise, pour les sensibiliser à cela, pour qu'ils ne renvoient pas leur personnel, parce que le personnel souffre du sida. Je me suis retrouvé en prison en 1992 à la Maca, toi qui cherches les différentes prisons là. Et quand on était à la Maca, il y avait comme ça des femmes qui étaient en prison, mais avec leurs enfants. C'est pas normal. Juridiquement, là, il y avait un problème. Donc, vous voyez, j'ai utilisé, là, j'ai utilisé encore mon statut de femme très respectée. Ouais, en 92, on n'était pas encore au pouvoir, mais j'étais quand même déjà connu. On dit Simone Gbagbo, là, attention. Donc, j'ai convoqué en prison où j'étais le président, le directeur de l'administration pénitentiaire. Et il est venu. J'étais la première surprise. Il est venu. Et je lui ai dit, mais voici telle femme qui sont avec nous dans les bâtiments des femmes. Il y en a qui ont le sida. Elles sont presque en fin de vie. Il y en a qui ont des enfants. Elles sont arrivées en prison parce qu'elles étaient enceintes. Elles ont accouché et les enfants sont là. Il y a des enfants qui ont 5 ans parce que la mère est condamnée à 10 ans. Elle est là avec son enfant qui a 5 ans et qui est devenu prisonnier. Son espace de vie, c'est la prison. Donc, c'est ce type de combat-là qu'on a mené, mais on a participé au grand débat également. Hein.
je ne suis pas toujours dans les grands débats sur les droits de ceci, sur le droit. Moi, je veux voir concrètement, il y a un problème de droit ici, là. On le règle comme problème des droits des femmes pour qu'elles puissent faire la politique, pour qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité. Ce qui était à mon niveau à cette époque, c'était notre parti. Donc, organiser les choses pour que 30% des femmes soient effectivement une condition exigée et par l'ensemble du parti. Bon, c'est ce que nous avons fait. Vous demandez quid pour le combat actuel des femmes. Moi, bon, bien sûr, les femmes vont participer, mais mon combat actuel, c'est pas le combat des femmes. Les femmes vont jouer un rôle extrêmement important. Mais mon combat actuel, c'est pour la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne et pour l'Afrique. Je divise l'histoire de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en 3 périodes. Nous avons la période, je dirais coloniale. Je laisse de côté même toute la période précoloniale. La période coloniale. Pendant la période coloniale, comme je disais tout à l'heure, les gens sont venus, ils nous ont colonisés. L'objectif du combat qui a été mené par les générations de cette époque, c'est de sortir du système colonial et d'accéder à l'indépendance. Ce sont le PDCI et RDA de l'époque. Il y avait également d'autres partis à l'époque qui ont fini par se fondre dans le PDCI et RDA. Il y a le président Houphouët qui est la tête, qui est le leader de ce combat, même si ce n'est pas lui qui a démarré ce combat. C'est pas Houphouët qui a démarré ce combat, mais c'est lui qui a été positionné comme leader de ce combat. Et ils sont allés jusqu'à l'indépendance. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer vraiment qu'on est indépendant? Quand on regarde bien, est-ce que notre société, là, c'est une société indépendante? J'ai dit non. Il y a encore des choses à faire à ce niveau. Ce qui est acquis, on prend. Mais il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Quand, donc, le PDCI accède au pouvoir avec l'indépendance, ce qu'ils mettent en place, c'est un système de parti unique. Je ne dis pas c'est bon, je ne dis pas c'est mauvais, mais en tout cas, nous, on n'a pas aimé. Et donc, comme on n'a pas aimé, nous, on s'est organisé pour mettre fin au parti unique. C'est la deuxième période où on a mis fin au parti unique. Et quand on a mis fin, on a réussi à mettre fin au parti unique, ce qu'on souhaitait, c'était de créer le multipartisme et également la démocratie. C'est ça qu'on souhaitait. On a fait un certain nombre de réformes. Mais est-ce que quand on regarde aujourd'hui, on peut dire vraiment que notre société-là, elle est démocratisée comme on le souhaite? Non. Est-ce que vous voyez? Donc là aussi, indépendance, il y a du travail encore à faire. Démocratisation, multipartisme, il y a encore du travail qui reste à faire. Et puis on arrive à la 3e étape. Cette 3e étape, elle est encore plus importante. Elle sollicite encore plus. Parce que on regarde bien ceux que nous ont colonisés là. Ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas renoncé à leur volonté et à leur ambition. Ils n'ont d'autant moins renoncé que aujourd'hui là, ils sont dans des situations économiques qui sont encore plus dramatiques que ce qu'ils connaissaient à l'époque. Donc, ils sont encore sur nous de façon plus virulente. Mais il y a tous les autres qui sont également venus sur nous de façon plus virulente. Aujourd'hui, vous avez tous les pays asiatiques qui viennent aussi chercher à prendre leur part. Donc, le nouvel enjeu aujourd'hui, c'est la souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté politique, souveraineté, j'allais dire, sécuritaire, souveraineté juridique. C'est ça aujourd'hui l'enjeu de tout le combat. Et donc, dans cet enjeu de tout ce combat-là,
Vous les jeunes, là, on vous regarde. Mais on ne peut pas se contenter de vous regarder. Il faut qu'on vous mette les pieds à l'étrier. Il faut qu'on vous sensibilise. Donc, quand vous dites quid du combat actuel, le combat actuel là que nous menons, c'est ça. C'est de vous sensibiliser, de vous transformer en soldat, j'allais dire, pour ce combat-là. Or, quand je dis vous transformer en soldat, c'est-à-dire en personnes qui sont compétentes, en personnes qui sont instruites, en personnes qui sont regaillardies, qui ont reconquis la confiance en soi. Que vous ne pas oublier. Nous, en Afrique, là, on tremble beaucoup, hein. Oui. Intérieurement. Quelquefois, on ne se l'avoue pas. Mais on se dit que c'est le blanc, là, c'est lui qui connaît. Donc, celui qu'on va aller chercher pour venir être conseiller, celui qu'on va aller chercher pour venir être assistant technique, c'est quand lui va parler, là, ce qu'il va dire, là. C'est ça qu'on va prendre en considération, etc., etc. Le manque de confiance en nous-mêmes. Le complexe du colonisé qu'il y a encore en nous-mêmes. Il faut pouvoir détruire tout ça en soi, acquérir la confiance en soi, et puis acquérir de l'endurance. On se laisse intimider. On se laisse facilement intimider par ce qu'on vit, par ce qui existe, par la pression de tout. Et donc, il faut pouvoir bâtir cette personnalité en chacun d'entre vous, autour de vous, pour pouvoir partir le combat. Dans le texte biblique, il y a un texte qui parle des ossements blanchis. Aujourd'hui, en Afrique, on est comme des gens qui sont morts et qui sont des squelettes. Et le devoir que nous avons, c'est de ressusciter ces squelettes-là, de mettre sur eux du nerf, de mettre sur les nerfs de la chair, de mettre sur la chair de la peau, pour que ça devienne de nouveau des hommes vivants, vitalisés, conscients, instruits, compétents, maîtrisant la science, maîtrisant la technique, pour faire face à tous les autres là qui viennent chez nous. Nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons du manganèse. Est-ce que nous savons transformer tout ça? Comment est-ce que nous allons devenir des citoyens au même niveau que les Chinois, qui transforment tout chez eux? Ils viennent acheter chez vous, ils viennent aujourd'hui même, ils achètent la terre. Ils raclent la terre et puis ils s'en vont avec la terre pour aller transformer. Et quand ils transforment, ils sont devenus aujourd'hui les plus grands transformateurs du monde. Et on court là-bas pour aller acheter. On va acheter tout le monde, on court aujourd'hui, on va acheter les verres, on va acheter les tissus, on va acheter les véhicules, on va acheter tout. Nous, en Afrique, là, Dieu nous a mis ça dans notre sol. Qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous deveniez des transformateurs? Qu'est-ce qu'il faut pour que vous, les femmes, vous deveniez des transformatrices de notre société? Transformation économique, transformation technique, transformation intellectuelle, transformation scientifique, transformation politique, transformation juridique. Quelle réflexion vous êtes en train de mener? Quelle culture vous êtes en train d'acquérir pour transformer vos mentalités, pour transformer votre savoir-faire, pour encourager le savoir-faire traditionnel, les connaissances traditionnelles que nous avions chez nous, là, pour les élever au niveau de sciences modernes, de techniques modernes, de savoir-faire modernes, de process modernes. C'est ça le travail que vous avez à faire. Et c'est ce travail-là. Il est encore à faire. Je suis mademoiselle Guissi Diane et comme j'ai dit, je suis activiste pour les droits des femmes. Et tout à l'heure, dans votre discours, vous avez parlé de la foi comme un élément important de la résilience. J'aimerais savoir, est-ce que cette résilience basée sur la foi, comme vous venez de dire, ne pousse pas souvent certaines femmes à tolérer l'injustice? Parce qu'elles ont tendance à dire, je laisse pour moi à Dieu. Et ça fait qu'elles n'arrivent pas à dénoncer certaines injustices. Voilà. Vous dites que est-ce que le fait de se fonder sur la foi, ça ne risque pas de nous conduire
à tolérer des injustices. On peut dire ça pour des gens qui sont ignorants. C'est lui qui dit, moi je laisse pour moi à Dieu, ça dépend. Ça c'est parce qu'il ne connaît même pas les règles de Dieu. Ça parce qu'il n'a même pas compris même ce que Dieu demande de faire. Ça parce qu'il a tellement développé ça qu'il se dit, de toute façon, comme je me suis laissé habiter par la charité, l'amour, de toute façon, il va y avoir une réaction autour de moi qui va faire que les choses vont être réglées. Donc tout ça, c'est bon. Mais quand moi je parle de foi, je parle de capacité que je me donne, d'ancrage de valeurs que je me donne pour être capable effectivement de transformer, effectivement de pardonner, effectivement d'improviser, effectivement d'inventer, parce que vous avez tout ça. Vous avez tout ça dans la foi. La confiance en vous-même que vous allez développer. Si vous n'avez pas de foi, vous allez développer l'orgueil au lieu de développer l'humilité. Vous allez développer des capacités bellicistes au lieu d'être quelqu'un qui, au contraire, est capable de pardonner. Et c'est ça qui va faire que quand on va parler de réconciliation, et que vous allez vous adresser à des gens pour faire la réconciliation dans le pays, c'est sur la foi que vous allez vous appuyer pour inciter certains à pardonner, pour inciter d'autres à se laisser consoler, pour inciter encore d'autres à venir présenter des excuses pour ce qu'ils ont fait, etc., etc. Donc pour moi, c'est très productif si on développe, on cultive la foi en soi. Bonjour docteur, merci bien pour la qualité de vos interventions. Je suis Ashley Kwame, jeune parlementaire, et ma question va s'orienter sur le volet mentorat. Aujourd'hui, nous sommes jeunes et nous sommes nés bien après pratiquement votre lutte. Et pratiquement ces dames aujourd'hui qu'on voit, ça a été plutôt des récits qu'on a vus de vos parcours et autres. Moi, je veux savoir aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que Madame Simone Gbagbo, quelles sont les personnes que vous avez fabriquées véritablement, que vous avez coachées et aujourd'hui qui sont sur la sphère politique, dont vous êtes tellement fiers de dire que ces personnes-là ont été mes mentorées? Je pense que si quelqu'un estime que je lui ai fait du bien, c'est lui qui va dire, en tout cas, c'est grâce à moi. J'ai déjà entendu plusieurs personnes dire que oui, moi, c'est grâce à Madame là qu'aujourd'hui j'ai fait la politique. C'est grâce. Bon, mais sinon, vraiment, moi-même, là, je ne vais pas vous citer quelqu'un. Vraiment, merci pour votre présence effective. Ma question, c'est plutôt l'aspect syndicaliste. Vous avez été syndicaliste, j'ai vu le CNRS, j'ai vu le CINESI. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes femmes, nous sommes syndicalistes et on rêverait d'avoir un parcours aussi méritant, peut-être que je vais dire méritant, mais je pense qu'il y a un mot plus fort qui ne me vient pas que le vôtre. Vous êtes un modèle pour nous. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est comment on passe du syndicalisme à la politique et comment on fait pour avoir cette carrure que vous avez. C'est-à-dire, j'essaye d'expliquer que les hommes, quel que soit leur rang, grade, ils s'adressent à vous d'homme à homme. Voilà. Et ça, c'est l'idéal pour moi. Ce que j'aimerais, c'est que on me parle d'homme à homme. Pas que je souhaite être homme, mais je souhaite être un homme avec grand H. Je ne veux plus de ce ton condescendant que les hommes prennent quand ils parlent à une femme. Quel que soit le rang de la femme, au moment où ils leur parlent, ils ont un ton un peu supérieur. Aujourd'hui, de tout mon parcours, c'est la première personne pour laquelle je vois, la première femme pour laquelle je vois que tous les hommes parlent d'homme à homme. Comment on arrive à ça? Merci. Je suis sûr que je ne suis pas la seule femme. J'ai rencontré des femmes dans ma vie pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration. J'ai rencontré par exemple Madame Chikaya à l'époque.
pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Même Madame Fouette. Mais oui, dans une certaine mesure. Voilà, dans une certaine mesure. J'avais beaucoup d'admiration pour Madame Fouette. Mais je pense qu'en réalité, ce qu'il faut à la femme, c'est de elle-même grandir. Si l'homme qui vous regarde là, il voit que vous n'êtes pas, comment vous dites ça, niafou qu'on peut jeter, il va vous respecter en vous parlant. Si vous lui apportez des choses, si vous lui apportez des réponses, il va vous respecter. Au travail, dans l'activité qu'il mène, il voit que vous avez des idées, vous lui apportez des réponses. Quand il faut agir, vous agissez. Et vous ne vous laissez pas intimider, ni par l'événement, ni par l'action. Il va finir par vous respecter. Il faut soi-même cultiver en soi-même sa compétence. C'est pour ça qu'on a dit mouvement des générations, capable. Il faut être capable. Là où tu es là, il faut que tu sois quelqu'un de capable, quelqu'un de compétent. Si tu développes la compétence, tu vas te faire respecter. Si tu développes ta personnalité, tu vas te faire respecter. Oui, compétence, personnalité, valeur, tu vas te faire respecter. Merci, mesdames, pour ces questions qui nous ont permis de mieux découvrir Dr Simone Yves Gbagbo. Nous avons pu découvrir une facette d'elle qu'on n'avait pas. Infiniment merci pour toutes ces réponses. Peut-être nous aurons besoin d'un dernier mot pour toutes ces dames ici rassemblées, ces femmes engagées en politique, pour certaines dans les organisations de la société civile, pour d'autres dans les syndicats. Quel mot vous pouvez leur laisser? Bon, moi, je voudrais déjà féliciter les femmes que j'ai devant moi. Parce que je voudrais dire que une femme, on la décrit toujours comme un être particulier. C'est vrai. Elle a un certain nombre de dons, elle a un certain nombre de capacités, du fait même d'être femme, du genre qu'elle représente. Mais il faut toujours retenir que une femme, c'est d'abord un homme. Une femme, c'est d'abord un homme, c'est-à-dire un être humain qui a le même devoir de perpétuer la société, de perpétuer l'humanité. À ce titre-là, la femme a le devoir de participer à l'activité politique de son pays. Ça, pour moi, c'est une exigence. Une femme qui ne s'intéresse pas à l'activité politique dans sa région, dans son village, dans son pays, c'est une femme qui a décidé de se mettre à l'écart de la vie. Et sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais quand je dis participer, ça ne veut pas dire forcément aller être député, aller être maire, aller être ministre. Non. La femme doit regarder ce qui se passe dans la société, tirer les leçons des expériences même qu'elle vit tous les jours pour impacter la vie de sa société. L'école, la femme doit se mêler de l'école. La santé, la femme doit se mêler. Le développement économique, la femme doit s'en mêler. Le droit, la femme doit s'en mêler. Donc vraiment, ce que je vous demande là, c'est d'être des personnes qui se préoccupent du progrès, de la survie, de l'évolution de sa société et qui participent au progrès et à l'évolution et à la survie de sa société. Si vous faites ça là, vous êtes des femmes politiques. Docteur Simone Yves Gbagbo, merci infiniment pour ce moment d'échange. Merci pour le partage de votre expérience. Nous avons pu retenir de votre parcours l'engagement, la persévérance, la résilience, la foi en Dieu. Et ça, je le garde pour moi, la foi en Dieu. Dans tout ce qu'on fait, il faut être accompagné de valeurs, ne pas se laisser intimider ou désorienter par les obstacles de la vie. Rester focalisé sur la vision qu'on a et se donner les moyens d'y arriver. Et il y a un point que j'ai aussi retenu qui était important, ne pas être rancunier.
parce qu'effectivement, dans le parcours, on peut rencontrer des personnes qui ont été en griffe des ennemis par le passé, mais dont on peut avoir besoin pour passer à une autre étape. Absolument. Merci infiniment pour toutes ces stratégies partagées, tous ces tips qui pourront certainement nous aider, qui pourront aider chacune des dames ici dans leur parcours, tant au niveau de leur parti politique, de leur syndicat que de leurs organisations. Je tiens également à dire merci à la Fondation Friedrich Ebert pour cette opportunité qui nous a été donnée de pouvoir échanger avec ces figures marquantes de la politique ivoirienne. Je dis souvent que la transmission manque en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ces dernières années, nous avons perdu de grandes femmes politiques qui, pour moi, n'ont pas eu le temps de pouvoir passer, quand même donner leur parcours à cette jeune génération-là. Et nous espérons que la Fondation Friedrich Ebert ne va pas s'arrêter à cette simple initiative. C'est un plaidoyer que je lance. J'espère que cette initiative-là sera transformée en projet et que nous pourrions recevoir d'autres femmes qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui pourront partager leur parcours avec nous. Infiniment merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, de suivre aussi nos podcasts. À bientôt.